bien, je vous souhaite à tous le bonjour. Bienvenue parmi nous. Quelques mots pour vous présenter notre nouvelle association, Palan. Alors, cette association est issue du collectif NUPES 92.3 qu'on a formé lors des législatives. Nous avons fait notre assemblée constitutive au mois de décembre et nous avons déposé les statuts au mois de janvier. Aujourd'hui, c'est notre première action, c'est notre première réunion publique. Alors, pour aller plus en profondeur sur l'association, je vais vous lire un petit extrait des statuts. Tout d'abord, Palan, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour ancrer la NUPES. Et pourquoi a-t-on voulu ancrer la NUPES? Eh bien, on a voulu l'ancrer dans la vie locale, car cette union a suscité un vaste espoir pour nous tous, électeurs de gauche, militants politiques, syndicaux et associatifs. Elle est un outil pour éviter la reconduction des politiques libérales et pour barrer l'accès au pouvoir de l'extrême droite, à l'extrême droite. D'autre part, elle est fermement adossée à un programme partagé pour les élections législatives. Elle doit donc, dans le respect des différences, surmonter les querelles partisanes pour réaliser le rassemblement des forces politiques et sociales de la gauche. Localement, nous devons lui donner vie, porter son projet et lutter contre toutes les discriminations. Dans nos statuts, nous avons écrit « L'objet de cette association est d'ancrer la NUPES dans la vie sociale locale par des initiatives publiques. Rédaction de tracts, éducation populaire, organisation de réunions publiques. Et ce, quelles que soient les divergences pouvant exister nationalement sur divers sujets. Il s'agit de construire un cadre commun pérenne et des relations de confiance sans nier les différences. Cette association place au cœur de son action les valeurs progressistes, la justice sociale, l'égalité, la solidarité, l'émancipation, la transition écologique, la lutte contre toutes les formes de domination, discrimination et d'exploitation. Alors, voilà pour la présentation de l'association. Maintenant, je vais laisser la parole à Pascal pour l'introduction du débat et la présentation de Gérard Filoche. Et ben voilà, c'est à moi que revient la tâche de présenter Gérard Filoche. Alors, on s'est dit tout de suite qu'une telle présentation, si c'était présenter 60 ans de militantisme, ça nous prendrait quasiment toute la soirée. Donc, je vais faire quelque chose finalement de très court. Donc, d'abord, on commence de façon un peu habituelle par la profession inspecteur du travail, mais un inspecteur du travail particulièrement combatif, qui a eu, si j'ai bonne mémoire, quand même parfois maille à retort avec la justice, parce qu'il était au front, il était au combat. Il a exercé aussi d'autres métiers, et en particulier, il est journaliste et en tout cas directeur de la publication d'une revue qui s'appelle Démocratie et Socialisme. C'est bien ça. Mais Gérard Filoche, nous le connaissons, nous l'aimons surtout pour son engagement évidemment militant, extraordinaire militant syndical, militant politique et syndical, celui qui, de manière absolument infatigable, défend systématiquement, brandissant son code du travail, la défense des droits des salariés, se battant pour la Sécu, se battant inlassablement pour la retraite, pour le pouvoir d'achat des salariés, etc. Bref, toujours dans toutes les batailles sociales. Et parfois, il faut bien avouer qu'il nous a donné des sacrés coups de main, parce que Gérard Filoche sur un plateau, parfois c'est le seul qui a cette puissance du verbe qui permet de faire avancer un certain nombre de nos revendications, et en tout cas de faire entendre la parole des travailleurs. Et puis c'est aussi un militant politique, alors là aussi infatigable, obstiné, peut-être têtu, mais c'est un militant, et c'est pour ça que
nous avons voulu et que nous sommes vraiment très contents de l'avoir parmi nous, c'est vraiment un militant de l'unité à gauche. Voilà. Quelque chose peut-être comme une espèce de front unique de toutes les forces politiques, sociales, syndicales qui permettront aux salariats de se libérer, de s'émanciper, puisque la question de notre réunion est quand même bien celle de l'émancipation pour la gauche. Voilà, cette conviction politique, qui, je crois, qui est la nécessité de l'unité à gauche, il me semble que c'est quelque chose qui, justement, lui est venu, ou qu'il a appris, enfin, qui a été fondateur pour lui à travers, justement, la révolution des œillets, c'est-à-dire la révolution qui a eu lieu au Portugal en 1974, et dont il vient de publier un livre dont il va justement nous parler. Un des nombreux livres qu'il a écrits, parce que je crois que tu as une quarantaine d'ouvrages ou pas loin à ton actif. Voilà. Alors, c'est un livre, moi j'ai commencé un peu à le lire, c'est un livre qui est touffu, c'est un livre qui est dense, c'est un livre qui est une mine d'informations absolument incroyable sur ce qui a été le dernier processus révolutionnaire que l'Europe a connu, donc le 25 avril 1974. Et c'est une belle leçon, parce que ce processus révolutionnaire est apparu comme une espèce, au départ, d'irruption populaire, puisque au départ, donc, il vous racontera ça plus en détail, bien entendu, mais au départ, on pouvait penser que ce n'était qu'un coup d'État militaire mené par une poignée de capitaines qui n'avaient pas d'autre souci que de mettre fin à une politique coloniale qui était de plus en plus sans issue. Et ce coup d'État, alors que ces mêmes capitaines avaient demandé au peuple de se tenir tranquille, ce même coup d'État s'est transformé presque immédiatement en une révolution. Voilà. Et cette révolution, elle s'est étalée sur une vingtaine de mois, et elle est riche d'enseignements. Alors, tout le livre de Gérard Filoche porte essentiellement là-dessus, sur cette éruption du peuple, et c'est bien indiqué, enfin moi j'ai été assez sensible à ça, par l'iconographie de sa couverture. C'est-à-dire que quand on nous parle de la révolution des œillets, la plupart du temps, la représentation que l'on en a, c'est celle de capitaines, de jeunes capitaines, de militaires donc, avec des fusils et avec les fameux œillets rouges à la pointe du fusil. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et c'est pas sans signification. On a la représentation d'un peuple qui vient donc s'emparer d'un char militaire, qui submerge en quelque sorte de sa présence l'armée, qui cherche à engloutir finalement le coup d'État dans la Révolution. Et c'est cette idée forte qui me semble transparaît à travers le livre de Gérard Filoche. Enfin, parce qu'il faut quand même que c'est plus long que je ne le pensais, enfin, Gérard Filoche ne va pas nous parler de la révolution des œillets uniquement pour célébrer celle-ci, mais pour en tirer des enseignements. Il est de ceux qui pensent que la meilleure façon de commémorer un passé, c'est de faire en sorte qu'il nous soit utile, et utile pour notre présent. Et c'est pourquoi il nous rappelle dès les premières lignes de sa préface, quelque chose qui est important pour nous et qui donnera peut-être par la suite lieu à un second temps de réflexion. Il nous dit « Sans étudier l'histoire, on n'a pas d'avenir conscient ». Et donc, nous lui laissons maintenant la parole. Après des compliments comme ça... ils sont mérités. Il va falloir que je sois à la hauteur. Merci d'abord d'avoir pensé à m'inviter. Merci
à vous de consacrer une soirée avec une amorce comme celle d'il y a 50 ans sur une révolution. Et je vais essayer de dégager plutôt des leçons actuelles de la révolution que de vous réciter la révolution. Alors moi, personnellement, j'avais à peu près 30 ans. Hein, je suis de décembre 45. Ma grande expérience militante, comme beaucoup, évidemment, on a été des millions et des millions, c'est la plus grande grève de l'histoire de l'humanité, c'est mai 68. Et si j'avais pas vécu avec un rôle actif mai 68, peut-être j'aurais jamais tenu 60 ans. Mais deux de mes livres de souvenirs, c'est mai 68, Histoire sans fin. Et 5-6 ans après mai 68 est arrivée la Révolution portugaise. Et du coup, j'y suis allé, mais à l'époque, la légende disait que c'était Cuba au bout de l'autoroute du Sud. Comparé, hein, le Portugal, c'est 9 millions et demi d'habitants, Cuba aussi, le Chili aussi. Et quand ça arrive en avril 1974, on est 6 mois après le coup d'État contre Allende au Chili. Remettez-vous dans cette époque-là. Personne ne croyait qu'au Portugal, quelque chose pouvait bouger. C'est la première leçon. C'est-à-dire que quand vous êtes désespéré, que vous dites « je ne vois pas les masses se soulever, le mouvement social arriver », pensez que pendant 40 ans, on ne l'a pas vu arriver au Portugal. Personne. Oh, il y a eu des tentatives, hein, mais la dictature de Salazar, qui a commencé en 1934, il était remplacé juste les 4 dernières années par Caetano, donc exactement 40 ans, hein, 34-74, était une dictature d'une férocité incroyable. Pour 9 millions d'habitants environ, il devait y avoir 200 000 policiers. La PIDE, ce qui était une police politique qui traquait les gens, qui interdisait tout, avec une empreinte religieuse extrêmement forte. Notre-Dame de Fatima, hein, c'était quand même, pour ceux qui y allaient, 500 000 par an. Ils allaient en marchant sur des kilomètres à genoux, à la place Blanche, qui avait été créée par opposition à la place Rouge de Moscou. Si vous voyez le symbole et la culture que ça véhicule. Et les institutions étaient d'un degré de conservation absolument total. La PIDE interdisait les livres. Hein. Je dis dedans qu'ils avaient interdit Lénine, Staline et Racine. Ils n'avaient pas fait de grande différence, quoi. Mais surtout, il y avait des prisonniers politiques en quantité. Dès que quelqu'un bougeait un petit doigt, il se retrouvait dans des conditions d'emprisonnement, de torture, etc., terrifiantes. Ce qui fait que l'exil des Portugais, on dit à peu près à l'époque, c'était 700-800 000 Portugais en France, hein, sur une population de 9 millions d'habitants, hein, 9 millions et demi. Bon, et par contre, ils disposaient d'un territoire colonial absolument gigantesque, avec l'Angola, avec le Mozambique, et puis toute une série de territoires. Et cette dictature était vraiment l'obscurantisme fait dictature, quoi. Mais avec un petit point commun avec des gens très éclairés. C'est-à-dire que, par exemple, il ne voulait pas de déficit. Il ne voulait pas de dette. Salazar voulait tellement pas de déficit qu'il arrêtait le fonctionnement de l'appareil d'État quand il y avait un escudo en moins. Donc il fallait qu'il y ait autant d'escudos qui rentrent que d'escudos qui sortent. Donc 40 ans, il a appliqué la règle d'or d'Angela Merkel. 40 ans. Équilibre des budgets, équilibre, pas de dette, pas de déficit. Et il a réussi à faire de cette façon-là du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe. Et où il y avait les plus riches, parce que aujourd'hui on va citer les riches, Arnaud et chez nous et tout ça. Les plus riches au monde, c'était les riches portugais, comme les riches grecs. Onassis pour les Grecs et Champalimo pour les Portugais. C'est-à-dire ça permettait la concentration des fortunes la plus totale, avec le maintien d'une misère et d'un taux d'analphabétisme qui était quasiment de 70% de la population. Hein. Si vous vous rendez compte, 40 ans d'étouffoir, de fuite, d'exil, de répression, d'interdiction, de culture religieuse, 40 ans. Et même que, moi j'étais 68 ans, comme j'ai dit, j'ai croisé Mario Soares en 1971 à Rome dans une réunion, mais pour moi il n'était pas quelqu'un d'important. Hein. Je veux dire, c'était un des pauvres qui était dans un pays sous dictature et
où il ne se passait rien depuis tellement longtemps qu'on n'avait presque pas d'espoir. Et c'est la première leçon, ayez de l'espoir. Ça finit toujours par exploser. À un moment donné, quelque part dans le monde, il y a une révolution. Et quand on en est à l'histoire du Portugal, on voit qu'au bout de 40 ans, ils n'avaient rien réussi véritablement à étouffer, parce que quand la porte s'est entrouverte avec le coup d'État et la musique qu'on a passée tout à l'heure, quand la porte s'est entrouverte, c'est des centaines de milliers de gens qui sont sortis. Comme si tout était au frigo, mais prêt. Et ça, c'est très important. Hein. Alors moi, à mon âge, je suis un optimiste invétéré. Un jour, le salariat américain bougera. Un jour, le salariat chinois bougera. Un jour, le salariat russe bougera. Et nous vivrons peut-être un autre mai 68. C'est inéluctable que les contradictions du capitalisme engendrent de telles explosions. Ils peuvent, par la violence, les empêcher, les retarder, les acheter, les trahir, les déformer, les diviser, etc. Tôt ou tard, ça se produit. Parce que le capitalisme engendre des revendications qu'il ne peut pas satisfaire. Et les gens ont beau courber les chines tout un temps, sur le fond, quand ils voient une occasion, ils foncent. Et c'est ce qui est arrivé avec le MFA. MFA, coup d'État par des capitaines. Même vu de Paris et tout ça dans l'atmosphère de l'époque, personne n'y croyait vraiment. Moi, j'avais un peu d'aide parce que, d'abord, je m'étais intéressé parce que j'avais un ami rouennais qui militait avec moi et qui est devenu le correspondant du journal Le Monde pendant toute la période de la Révolution portugaise. Il s'appelle Dominique Pouchin et il a fait la une des journaux pendant 2 ans. Il était venu au Portugal quelque temps avant et on lui avait fait rencontrer dans un café quelques pas généraux, capitaines, colonels, et ceux-ci lui avaient dit vers février 1974 qu'ils allaient prendre le pouvoir. Bon, un journaliste du Monde qui arrive, qui regarde des colonels dans un café, dans un pays où il ne se passe rien depuis 40 ans, les gars lui disent qu'ils vont bientôt prendre le pouvoir, il n'est pas forcé de les croire. Hein. Donc il doute, mais quand même, il refait un peu, etc. Et les autres, en fait, vont préparer tout, et quand la musique passe, ils sortent les chars, ils occupent Lisbonne, et ils demandent au pouvoir de se rendre. Alors, d'où vient le MFA ? Là aussi, il y a une deuxième leçon. Il ne faut jamais croire qu'il y a des sauveurs, qu'il y a des forces qui suppléent le salariat, qui remplacent les luttes ouvrières, les luttes sociales, les luttes des employés, etc. Ceux qui ont des illusions là-dessus sont tôt ou tard bernés. Et le MFA était une espèce de substitut aux yeux de beaucoup de gens, et beaucoup se sont trompés, mais de façon pas possible, à croire que c'était des guérilleros comme les Cubains, ou des choses comme ça. Otelo de Carvalho, qui était un des leaders du MFA, est allé vers le mois de juillet 1975 rencontrer Fidel Castro, vous voyez la mise en scène, il est revenu avec un cigare gros comme ça, comme le Che, tous les commentateurs de la presse disaient « Oh, regardez, c'est Cuba », rien de ça. Ne croyez jamais que des groupes de gens, et surtout pas des militaires, peuvent se substituer au mouvement social. Ne croyez jamais qu'un leader peut prendre la place de ce qu'est la force et la conscience sociale collective. Et Otelo de Carvalho était sacrément leader dans ce genre, du genre matu vu, matamor, mais il était dans le MFA. Et le MFA, souvent une chose inconnue, c'est qu'ils n'ont pas une histoire très clean. À l'origine, c'était les puros contre les espurios. C'est-à-dire que dans la guerre coloniale, c'était les deuxièmes grades, pas les généraux, mais quand même capitaine, colonel, etc. Et à un moment donné, la guerre était foutue déjà depuis des années et des années. Le régime Salazar, puis à la fin Caetano, n'était pas capable de contrôler les colonies, quoi. C'était perdu. Mais ils ont, à ce moment, vers le début des années 60, progressivement fait des conscriptions. Puis ils ont envoyé les jeunes. Alors d'abord, il y a eu 100 000 jeunes qui se sont enfuis en France et partout pour éviter ça. Et puis les autres qui y sont allés, ils avaient moins de salaire, ils avaient moins de grades, d'éducation, etc. Ce qui fait que les capitaines de là-bas se sont indignés qu'on leur envoie, comment vous dire, des intérimaires, quoi, des stagiaires mal formés et mal payés. Et ils ont considéré que ça les dévalorisait. Et l'origine du MFA, c'est une réaction corporatiste de la caste des officiers, parce qu'ils sont dégradés par le régime, qui est incapable de gagner la guerre, et qui leur envoie des conscrits qui
sont des sous-soldats. Et donc, c'est bien, il faut bien garder ça, l'origine corporatiste, parce que quand je vais arriver à la fin de la Révolution, le 25 novembre 1975, 18 mois après, eh ben, c'est ce réflexe corporatiste qui va jouer. La caste des officiers est restée une caste pendant toute la période de la Révolution. Et leurs origines l'ont emporté, en quelque sorte, sur le fait qu'ils n'étaient pas le produit du mouvement de masse. Quand vous n'êtes pas produit du mouvement de masse, quand vous êtes un chef autoproclamé, et je vais vous donner des exemples de comment ils s'autoproclamaient, eh ben, vous respirez pas, vous vivez pas, vous défendez pas, et vous ne tranchez pas comme ce serait si vous étiez le produit d'un mouvement social. Et le MFA était très trompeur et très décevant. Oh, il a tout fait, hein. Il y a eu 6 gouvernements. 6 gouvernements. Ça veut dire en fait qu'il y a eu 18 mai 68 au Portugal. Marcel Niedergang, pour Le Monde, a dit « Les Portugais ont beaucoup à rattraper parce qu'ils font à la fois 1789, 1936 et 1968. » C'était une image un peu hardie parce qu'il y avait quand même eu des traditions anarchistes, militantes et socialistes à la fin du 19e siècle au Portugal. Et il y en avait au début du 20e. Mais elles avaient toutes été écrasées. Et donc quand l'arrivée, c'est l'explosion du 25 avril, les militaires disent au peuple, comme ça, dans leur premier communiqué, « Ne bougez pas, ne sortez pas de chez vous, on s'occupe de tout ». Et il y a même des théoriciens chez eux qui disent « D'ailleurs, on a fait le coup d'État pour éviter que ce soit le peuple qui le fasse ». Et ensuite qui disent « On a nommé quelqu'un parce qu'il fallait quelqu'un qui ait une autorité ». Et le quelqu'un qui nomme, c'est quand même un gars qui s'appelle Spinola, qui nomme président, quoi, quand ils font le coup d'État. C'est un nazi. C'est un nazi. Le gars était un volontaire des brigades portugaises pour aider Hitler sur le front de l'Est. Donc, ils le choisissent comme... Alors le gars, Spinola, a un peu évolué, il veut se donner plutôt l'image d'un De Gaulle que d'un nazi, il veut plutôt faire oublier son passé. Mais néanmoins, c'est quand même celui que le MFA nomme, quoi. Hein. Et ils disent au peuple, restez chez vous, ne bougez pas, du calme, on prend le pouvoir, c'est pour éviter que ça soit le désordre, et Antonio de Spinola, qui est président, va nous guider. Voilà le point de départ. Et c'est pour ça qu'il y a mon éditeur a rajouté les 2 petits points rouges sur la couverture, parce que les gens sont sortis, puis ils voyaient les Charques occuper tout Lisbonne, mais ils n'étaient pas sûrs de ce que ça voulait dire. C'est des bons, c'est des mauvais, et donc les gens sont sortis, vraiment comme on sort de... Et puis ils ont trouvé le coup des œillets pour pacifier, si jamais c'est une mauvaise chose qui nous tire dessus, on vient avec des œillets, et les œillets ont fait fortune, parce qu'ils ont été mis partout, les gens sont montés sur les chars, vous remarquerez qu'il n'y a pas de femmes, et que le machisme est totalement 100%, quoi, et vous remarquerez que les gens sont joyeux, mais à ce moment-là, ils ont tous une grande inquiétude, où est-ce qu'on va? Et ça va se jouer en pratiquement 5-6 jours. Parce que le 1er mai, 25 avril, 1er mai, bah, c'est court comme délai. La première chose qui va se faire, c'est que les gens vont traquer les policiers de Lapide. Il y a d'abord un besoin de vengeance. Quoi. La police politique. La police politique. Il y a besoin de vengeance, quoi. Et donc, les gars commencent à se tirer partout et tout ça. Ils se font traquer dans les rues, dans les locaux, dans tout ça. Et les gens traquent. La première chose, c'est vengeance contre les policiers. Et la deuxième chose, c'est, bon, bah bravo, maintenant on a la parole, ils sont sympas, les militaires. Et donc, c'est presque un rêve, hein, parce que Mario Soares, dirigeant du Parti Socialiste, alors, je ne parlerai pas du PS, arrive à la gare. Écoutez, il est comme Lénine. En avril 17, les gens viennent l'applaudir, l'acclamer, le féliciter, le couvrir, etc. Et Cunhal arrive, et lui, il monte sur un char. Alors, vous voyez l'image, c'est le dirigeant du Parti communiste portugais, il a un prestige extraordinaire, il a passé 25 ans de prison dans des conditions, c'était le Mandela, si vous voulez, il était et si vous avez des photos de Cunhal de cette époque, il avait une prestance, il avait survécu, avec une chevelure flamboyante. Moi, j'ai assisté à des meetings où les gens, pendant le meeting du PC, 40 000, 50 000 personnes, et les mots d'ordre, c'était « Urs, 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 Urs ». Assim sévère la force do PC. Ainsi se voit la force du PC. Cunhal,
Cunhal, et PCP. Et il y avait un sentiment de force, comment dirais-je, de prestige, comme à la Libération, un peu en France, si vous voulez. Ils avaient résisté. Et alors, il y avait déjà une pointe du PCP contre le PS, parce que le PCP ironisait sur le thème « Oh, le PS, c'est 40 ans d'absence, à part quelques banquets. » Et le PS, lui, c'était on revient avec Suarez à la gare, et puis on a des gens partout, et ça s'applaudit. Et il défile le 1er mai 1974, photo historique, Cunhal, Suarez, bras dessus, bras dessous, il vient 100 000, 200 000, 300 000 personnes, jamais personne n'a pu compter. Probablement 300, 400, 500 000, et on va avoir, pendant 18 mois, des manifestations dans ce pays de 9 millions d'habitants, de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, pratiquement tous les 15 jours, à certains moments tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Ça va durer 18 mois, c'est-à-dire la poussée populaire, ayez confiance. Ayez confiance, même quand les gens sont sevrés, obligés, réprimandés, interdits de lecture, étouffés, poursuivis par une police, quand ils peuvent sortir, alors là, tout explose. Et ça, c'est la première grande leçon. Moi, c'est comme mai 68, le Portugal m'a donné un optimisme pour toute ma vie militante. Bon. Et alors, évidemment, ils mettent en place des gouvernements, et puis ils disent bon, tenez-vous au calme, on va gérer, on va voir, il y a un conseil de la Révolution, faites-lui confiance. Les gens ne font pas confiance du tout. Ils commencent à faire la même chose dans leurs entreprises, à virer les petits chefs, les petits patrons, tous ceux qui leur avaient tapé dessus. Et puis ils réclament une chose élémentaire. Alors, deuxième leçon, indestructible de toutes les révolutions, augmenter les salaires. Augmenter les salaires. Vous savez, même Lénine avait la première mesure, il avait fait la journée de 8 heures. Hein. Mais là, c'était 6000 escudos. 6000 escudos. Et ça va être 18 mois de bataille pour arriver à 6600 escudos. Ils les auront en novembre 75. Vous savez, c'était pareil dans la Révolution française. Hein. On dit toujours, bon, ils abolissent les privilèges dans la nuit du 4 août. Ouais, mais il y a un petit malin là, à la fin de la nuit du 4 août qui dit avec rachat. Hein. Et puis, la plupart des révolutionnaires veulent la loi sur le maximum des prix. Il va falloir 4 ans en France pour que la loi du maximum arrive. Hein, elle arrive en fin 93, 1793. Et Robespierre n'était même pas pour la loi sur le maximum pendant les 3 années qui précédaient. Hein. Et quant à l'abolition des privilèges, ça devient sans rachat fin 93. Ben là, les gens vont avoir le même type de choses. Rendez-nous nos boulots, nos droits, notre dignité, et on veut 6 000 euros, 6 000 escudos. Et ces 6 000 escudos, eh ben, ils vont mettre un an et demi, mais ça va être toujours la strate du fond. Jamais oublier que les gens, le socialisme, ça vient du ventre. Ce n'est pas des idées abstraites. On en a crevé, on a eu 40 ans, on veut du salaire, on veut de la liberté, et on veut de la démocratie, et on veut pouvoir travailler, et on veut redistribuer, et on va virer les petits chefs, ça sera dans les fermes à la fin, et on va les virer dans les entreprises, et on va virer les flics. C'est la caractéristique de base, c'est toujours comme ça. Hein. Alors, là, je vais vite, parce que sinon, la deuxième chose, c'est que de vague en vague, c'est des vagues. Alors, la première vague est en juin 74, la deuxième vague est à l'automne 74, la troisième vague est en mars 75, la quatrième vague est à l'été 75, et la dernière et la plus grande des vagues est en novembre 1975. Et en fait, les gens cherchent toujours à avoir satisfaction de ce que les pouvoirs successifs qu'ils font tomber et les autres qui se remettent en place, qu'ils font tomber et les autres qui se remettent en place, ne leur accordent pas. Donc ils veulent toujours du boulot, le salaire, la liberté, les droits démocratiques qu'ils n'avaient pas, et c'est ça qui va être le moteur de chacune des vagues, de mois en mois, et de chacun. Moi j'ai dit 18 mai 68, oui, il y a eu 18 fois mai 68 au Portugal. Voilà. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, là, après, faites le livre, la montée va être extraordinaire parce qu'elle va arriver
au bout de 18 mois, à une séquence qui pratiquement est nulle part, je n'ai jamais trouvé dans une autre révolution, le gouvernement est séquestré, l'Assemblée constituante est séquestrée, les députés ne peuvent plus sortir, ils demandent la permission, ils vont chercher à manger des fringues et ils reviennent sous contrôle. Le gouvernement se met en grève, on est en novembre 75, plus rien ne fonctionne dans le pays, car la grève est généralisée dans les fermes, dans les campagnes, dans les coins les plus reculés, et dans les grandes villes, évidemment, comme Lisbonne, Porto, Coimbra. On va arriver en 75 avec rien. C'est-à-dire, tout est entre le pouvoir des masses, et il n'y a pas de décision politique. C'est là qu'il faut ancrer la NUPES. Hein. Parce que c'est ça qui a manqué pendant les 18 mois. Et pourquoi ça a manqué? Alors là, deuxième phase. PS, PC. Alors, la nature des partis socialistes est toujours âprement discutée. Je suppose que vous avez dû avoir 1000 fois la discussion. Et quand je me pense sur les réseaux sociaux, j'ai ceux qui me disent le PS, c'est bourgeois, le PS, c'est des sociotraîtres, le PS, c'est des sociofascistes, le PS, c'est ceci et cela. Ah oui, sauf quand même, il faut bien s'expliquer pourquoi. Alors, après 40 ans de glacière, à la première élection au Portugal, pour une constituante, et il y a une constituante, hein, il y a une majorité PS-PC. Alors, d'où ça vient? Je discutais avec un jeune hier qui me dit mais pourquoi le PS tient si longtemps? Ben, je dis oui, d'abord, tu prends la France, c'est 1905, ça fait 100 ans. Ah oui, mais il n'est plus comme avant. Oh, non, mais il n'a jamais été non plus comme avant, parce que ça dépend à quel moment vous le prenez. Si vous le prenez après la scission du Congrès de Tours, il a un certain visage. Si vous le prenez sous Blum, il en a un autre. Si vous le prenez pendant la guerre, il en a encore un autre. Si vous le prenez à la Libération, c'est encore indifférent. Si vous le prenez pendant la guerre d'Algérie, c'est encore pire, excusez-moi, que sous Hollande. Et après, vous avez des hauts et des bas, avec 2 années 81-82, où on a parfois les conquêtes sociales les plus importantes qui nous restent encore. Et puis ensuite, après, donc en fait, on peut comprendre le PS avec des hauts et des bas, en quelque sorte, selon les rapports de force sociaux. Quand les rapports de force sociaux montent, en gros, l'appareil, je me permets de dire l'expression appareil, monte aussi et s'oriente plus à gauche. Et alors là, je suis obligé de faire un petit peu de théorie ennuyeuse, mais je me rappelle parce qu'avec François Ruffin, on avait une fois un débat, il nous avait amené à 500 dans la salle de Tréguinck en Bretagne, et c'était sur la nature du PS. 500 personnes dans la salle, et on a discuté 2h30 sur la nature du PS. Vous seriez partis avant la fin de discussion, mais les gens sont restés. Et moi, j'ai fait une théorie que je crois tenir beaucoup, c'est tous les partis, et de gauche, ont un appareil. Un appareil, alors on m'avait expliqué quand j'étais tout petit, en prenant un exemple, c'était un militant syndical dans le chantier naval à Brest. Il m'avait dit, tu sais, le gars qui dirige mon syndicat, ce qu'il aime, c'est boire le champagne avec l'armateur quand le bateau est construit. C'est vraiment son rêve, c'est de boire le champagne. Mais pour boire le champagne avec l'armateur, il faut qu'il ait répondu à 2 questions. La première, c'est qu'il faut qu'il ait suffisamment défendu les intérêts des ouvriers. Parce que sinon, ce n'est pas lui qui est élu, et ce n'est pas lui qui va boire le champagne. Il faut que les ouvriers l'élisent. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'il n'ait pas trop bien défendu les intérêts des ouvriers, parce que sinon, c'est l'armateur qui ne l'invite pas. Et il m'avait dit, il y a toujours une autonomisation dans un syndicat, dans un parti, pas parce que les gens sont méchants, mais parce que quand ils prennent des responsabilités, et c'est bien plus visible dans un parti, ils s'émancipent de leur base, ils ont des avantages, des petits privilèges, même, voilà, des positions honorifiques, auxquelles petit à petit ils peuvent s'habituer, auxquelles ils peuvent tenir. Et c'est ça qui fait qu'il y a une couche dans tous les partis d'appareils qui à la fois dépend de la base, parce que sinon ils ne sont pas élus, donc ils n'ont pas ces avantages, et puis à la fois ne va pas trop loin pour ne pas les perdre et les remettre en cause. Et ceci existe pas seulement dans un pays, ceci existe internationalement. Et qu'est-ce qui a aidé Soares à exister quand il est revenu?
Il n'est pas venu comme un militant simple, les mains dans les poches, je suis le Lénine portugais, aimez-moi. Il est venu aussi avec le soutien de la social-démocratie allemande. C'était elle qui largement aidait, finançait également, qui avait des cadres, des conseillers. Et d'ailleurs, si Soares, j'avais pu le croiser une fois à Rome, c'était parce qu'il était dans une réunion de ce type, il avait des liens, il y avait toute une série de choses, et donc il n'était pas solitaire, il était poussé. Et du coup, il y avait des éléments pour que le Parti socialiste arrive, malgré 40 années de glaciaire, s'installe et survive. Et les Portugais votaient socialistes. C'était facile, il était le chef socialiste. Permettez-moi de vous dire que le mot socialiste ou Salazar, c'était plus dur à prononcer que Lénine, Staline et Racine. Hein? Donc, si vous votiez pour le Parti socialiste, alors il y a eu d'ailleurs beaucoup de discussions là-dessus, parce que au début, tous ceux qui étaient les plus révolutionnaires, l'extrême gauche au Portugal, ils ne voulaient pas, même pas d'élections les constituantes. Si vous avez oublié, c'était tellement radical, c'était tellement la révolution, c'était tellement le MFA, c'était tellement les gens dans la rue, c'était tellement les comités d'entreprise, les comités de quartier de Moradores, c'était tellement l'ébullition sociale, les étudiants et tout, que les plus à gauche disaient non, on ne fait pas d'élections, les élections trahison comme en mai 68. Yeah, on n'est que 6 ans après. Libération, qui est un tout jeune journal à l'époque, Serge July, vous avez vu son évolution depuis les 50 ans que je parle de ça, mais Serge July à l'époque était pour le soutien total au MFA et contre des élections. En disant les élections, ça va trahir la révolution. Et il a fallu insister pour qu'il y ait des élections constituantes qui ont eu lieu. Alors c'est bien les dates parce que c'est 25 avril 74 pour l'explosion, c'est 25 avril 75 pour la constituante, et c'est 25 avril 76 pour les législatives. Et le tournant en fait entre la constituante et législative s'est fait aussi un 25 novembre. On peut avoir les dates repères pour avoir dans l'esprit l'ensemble du processus qui s'est produit. Mais au début, l'idée c'était, non, on fait des comités, des soviets. Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai vu des débats en France où les gens croyaient qu'il y avait des soviets partout au Portugal, et il y avait des comités de masse. Il y avait des comités entreprises, il y avait je ne parle pas au sens élu, il y avait des collectifs, des assemblées, mais tout ça dans un dynamisme pétillant, vivifiant, mais aussi très désordonné. Parce que finalement, au sein de tout ça, il y avait une division qui est très vite apparue entre le PS d'un côté et le Parti communiste de l'autre. Et alors, quand c'est arrivé à la premier vote à la constituante, les gens votaient à gauche. Majorité à gauche. PS-PC. Largement. PS-PC, plus quelques pourcentages pour des petits groupes de gauche, je parlerai après de l'extrême gauche. Mais du coup, vous aviez une majorité à gauche. Une constituante, dites donc, après 40 ans de dictature, une constituante avec une majorité à gauche. Il suffisait de dire PS et PC gouvernent sur la base de la constituante, et on avait un chemin, genre Front Populaire, enfin bon, pas idéal, mais enfin il y avait une voie. Ah ben ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, le Parti socialiste s'est développé. Et il faut dire, à mon avis, une fois pour toutes, après avoir parlé d'appareil, etc., c'est un parti, alors, c'est un parti de gauche. On ne peut pas expliquer qu'il ait eu 30-35% des voix comme ça. Ces voix-là, c'était des voix ouvrières, c'était des voix paysannes, c'était des voix de gauche. Dire que c'était un parti bourgeois, c'était se tromper, c'était même se mettre à dos les 25% ou 30% qui avaient voté pour lui. Et si on voulait faire l'unité du salariat, des employés, des ouvriers, etc., il fallait le faire avec lui. Si vous défendiez la position qui a été celle de quantité d'extrême gauche du genre « le PS c'est bourgeois », bah, vous aviez fini la révolution. Et ben, c'est pourtant ce qui s'est passé. Alors de l'autre côté, vous aviez le PCP. Alors les autres disaient « mais le PCP c'est stalinien ». Alors on est en 74, hein. On est sous Brejnev. Hein. Stalinien a un sens. Hein. Et le Parti communiste portugais a une théorie politique qui est simple, ce n'est pas l'heure du socialisme au Portugal. C'est l'heure de la révolution nationale. Il est pour une révolution par étapes. Alors parfois la théorie, ça ne veut rien dire, les gens s'assiedent dessus. Puis, hein. Ah non, une révolution par étapes, ça veut dire on ne prend pas des mesures socialistes. On prend des mesures
avec la bourgeoisie pour un accord, pour un État bourgeois, parce que c'est l'étape de la révolution bourgeoise. Alors vous croyez-vous que c'est des mots? Ben non. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est la recherche de l'alliance avec les deux partis bourgeois qui passent à la constituante, qui ont à peu près quand même 39% des voix. Hein. Il faut dire que les deux partis bourgeois, à l'époque, au Portugal, ils s'habillent. Hein. Ils ont des drapeaux orange. Pas rouge ni rose, mais orange. Hein. Et ils sont tous pour le socialisme, même les partis bourgeois. Tellement ils ont peur de la poussée, de l'exigence des masses, des escudos, du droit du travail, parce que tout se produit en même temps. Hein. Les consciences, comme en mai 68, évoluent, se transforment, et les gens apprennent plus en 3 semaines qu'en 3 mois, et en 3 mois qu'en 30 ans. Hein, la culture fait florès quand il y a une période de ce type. Et donc, PS, PC, petit à petit, ça va s'opposer. Le premier qui freine les grèves, juin 74, c'est le PCP. Ah non, Civil Scudo, non, c'est trop. Et donc, brutalement, il y a des coups de frein donnés aux aspirations des masses, pour prendre une formule générale. Vos salaires, vous demandez trop. La réduction du temps de travail, vous demandez trop. Ce que vous demandez là, c'est trop, etc., etc. Donc, ça a une fonction, hein, dire on est pour une révolution de type bourgeoise, nationale, pas pour une révolution sociale. Ça s'exerce après ça. Voilà. Alors, évidemment, ça va heurter toute l'année 74 les grèves qui surgissent partout, dans les postes, dans les transports, dans les grandes entreprises métallurgiques, partout, etc. Ça fait grève. Et puis partout, à qui se heurtent les grévistes? Au PCP, qui dit non. Et puis au PS, qui dit oui, mais pas trop fort. Qui ne s'oppose pas, qui n'accompagne pas. Et la politique de Soares, c'est plutôt de dire, c'est quand on se débarrasse des militaires. Mais il n'ose pas. Les militaires sont là et veulent absolument garder le contrôle. Et d'ailleurs, Spinola, et au bout de 6 mois, il en a assez. C'est un nazi, il y a des mouvements partout, il faut arrêter ça, quoi. Donc il va tenter un premier coup vers le mois de septembre, une première tentative de coup d'État en disant ça suffit. Et il essaie de faire De Gaulle. On va mobiliser la majorité silencieuse des Portugais pour arrêter l'anarchie qui règne dans le pays. On n'a pas fait la révolution pour ça. Puis en plus, ils ont quelque chose de plus à négocier, les bourgeois portugais. C'est qu'en même temps, ils sont en train de perdre toutes les colonies. Et donc, il faut négocier l'indépendance avec les mouvements de libération nationale dans chacun. Et puis, c'est des pépettes. Et puis, il y a là-bas des centaines de milliers de Portugais qui leur font pression. Lâchez pas. En gros, c'est des pieds noirs, hein, qui disent ne lâchez pas, on ne veut pas partir. Et puis, ils vont être obligés, dans une période qui s'échelonne jusqu'au printemps 75, de partir, de négocier et d'accorder les indépendances. Hein. Et donc, la droite portugaise essaie de résister derrière Spinola. Et quand Spinola appelle la majorité silencieuse, c'est une caricature de fin mai 68 en France, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne qui vient. Il convoque la manifestation, il n'y a personne. Donc il prend un premier coup, il va tenter une deuxième fois le 11 mars 75, là c'est un coup d'État, il annonce que, etc. Et là il a toute le MFA, l'armée, les manifestants, à ce coup-là le PS et le PC sont unis, tout le monde y va, il l'empêche, et il est obligé de démissionner le 11 mars. Spinola a tenu moins d'1 an. Le nazi, à la tête du MFA, a tenu moins d'1 an, les vagues successives de grève l'ont déboulonné. Et alors que le MFA est quand même inquiet, parce que une fois qu'il n'y a plus Spinola, qu'est-ce qui va en être des militaires, de eux? Mouvement des forces armées, quoi. Alors ils vont inventer un truc, un pacte MFA-peuple. C'est-à-dire le vote pour l'Assemblée constituante, bon d'accord, on va le tenir, puisqu'on a promis qu'on le tiendrait. Mais il sera blanc. Il ne servira à rien. On fait un pacte MFA-peuple qui l'emportera sur le vote. Et après, ils font des comités pour conscientiser le peuple. Vous voyez, le MFA conscientiser le peuple, hein, c'est-à-dire on envoie des militaires pour expliquer aux ouvriers, aux paysans, aux étudiants ce qu'il faut faire, quoi. Parce que le peuple n'est pas assez conscient quand même, il est désordonné. Le MFA va inventer un peu plus tard, d'ailleurs, en été 75, une organigramme de soviets. Vous avez du mal à croire, mais il y a des comités de base, puis après il y a des comités de ville, puis après il y a des comités départementaux, puis après il y a des comités régionaux, et il veut affecter un militaire à chaque soviet, pour que ça se passe bien dans les soviets.
C'est-à-dire, en fait, il y a une telle poussée du mouvement de masse et du mouvement social qu'ils ne savent pas comment le contrôler. Et évidemment, le pacte MFA-POP, il fait flop. Les gens vont voter massivement. Ils n'ont pas voté depuis 40 ans. Ils vont voter massivement. Et à ce moment-là, le MFA dit, bon, bah oui, mais c'est nous, le Conseil de la Révolution, qui tient, et on continue à décider. Ce qui fait qu'une fois qu'il y a l'élection, les gens ont voté majorité PS-PC, puis c'est comme si ça ne changeait rien. Mais là, ça devient difficile. Donc il y a une question qui va arriver, qui est la démocratie. Et la démocratie, troisième grande leçon, si vous ne respectez pas la démocratie dans un processus révolutionnaire, vous le tuez. La révolution est basée sur la démocratie. La démocratie, c'est l'oxygène, la sève, le vital. C'est pas du temps perdu, la démocratie, c'est du temps gagné. C'est ce qui permet à chacun de participer. C'est ce qui permet à des centaines de milliers de gens consciemment d'agir. Le collectif doit décider. Les révolutions, ça ne se fait pas par en haut. Ça ne se fait pas par un chef, ça ne se fait pas par l'armée, mais ça se fait par la démocratie. Et ce qui va arriver est spectaculaire, c'est qu'au mois après l'élection de la Constituante, il va y avoir un journal qui s'appelle Républicain. On a toujours du mal un peu à le situer, c'est un peu plus à droite que Libé, c'est à gauche quand même, enfin, vous vous rappelez peut-être du Quotidien de Paris ou de choses de ce type en France. Et Républicain, ce journal paraît, et finalement, c'est plutôt un pro-socialisme et pas socialiste qu'on est à la direction. Puis ils font des articles, et après le vote de la Constituante, ils inclinent plutôt vers le PS. C'est un article, un journal dit indépendant, quoi. Bon, voilà. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Moi, si j'ai jamais pour batailler pour interdire l'expression des uns ou des autres. Je ne suis pas pour dire parce que celui-là, il est plus à droite, il n'a pas à parler, celui-là, il est trop à gauche. Quand on commence ça, tout est fini. La démocratie, ça s'organise. C'est la parole pour tous. Et évidemment, le plus possible en proportion des influences, des idées, etc. Mais c'est la parole pour tous. Et là, ce qui s'est passé dans le journal Républicain, c'est que les ouvriers du livre... alors, vous savez, peut-être, si vous avez mémoire, je ne sais pas s'il y a des ouvriers du livre, moi je l'ai été, hein, parce que je ne t'ai pas dit tout, j'ai fait 12 boulots, mais à un moment donné, j'ai été ouvrier du livre pendant 2 ans et demi. C'était à l'époque où en France, il y avait le gros persan, puis il y avait les rodéos dans Paris où les ouvriers, le syndicat du livre virait tous les journaux, etc. Et il y avait déjà un débat en France sur l'atteinte à la liberté de la presse que ça représentait. Parce qu'une chose, c'était de défendre les droits, les salaires et les avantages des ouvriers du livre. Autre chose, c'était de dire, ce journal-là, aujourd'hui, qui contient un article qui ne me plaît pas, on va le jeter plus à la rue que les autres. C'est-à-dire que là, l'intervention, ça n'est plus sur le droit, le contrôle et les moyens d'impression, c'est sur le contrôle et l'expression des idées et comment ça se fait. Et là, les ouvriers républicains ont dit, bon, bah, on censure tel article, et c'est devenu, pour ceux qui s'en souviennent, l'Europe entière ne parlait que de républicains, de la liberté de la presse et des moyens d'expression, et du pluralisme dans la liberté de la presse. Et alors, à ce moment-là, il y a eu un article qui est sorti, qui s'est appelé le faux de Ponomarev. Alors, Ponomarev était un dirigeant brejnevien à Moscou, qui aurait soi-disant fait un plan sur comment, en gros, il pouvait y avoir un coup de Prague à Lisbonne. C'est-à-dire comment, en fait, le coup d'État du PCP pouvait se faire à Lisbonne. Et donc, tout ça s'est emmêlé dans une bagarre, comme vous croyez parfois entendre dans nos médias actuels. Hein. Alors, ça a des langages différents. On va avoir antisémite, machin, on va avoir dictateur, machin. Et ça a pris une ampleur au Portugal de façon terrifiante. Et là, leçon, respectez la démocratie. Faites vivre la démocratie. S'il doit y avoir des partages de journaux, etc., c'est pas par la force des ouvriers du livre, c'est par la loi et par les modalités de répartition des temps de parole, d'antenne et de papier. Si c'est par un coup de force, alors à ce moment-là, vous obtenez l'effet contraire. C'est-à-dire vous obtenez toutes les confusions possibles, toutes les divisions possibles, et vous les renforcez. Ça, renforcez la division entre le PS et le PC. Le PC appuyant, PCP, appuyant les ouvriers du livre, et le PS appuyant la direction de Républicain. Et c'est devenu coup de Prague contre... voilà. Or, le Portugal était quand même dans un environnement mondial qu'il faut resituer.
Parce que l'extrême gauche portugaise qui se développait pendant toutes ces années-là sur la base des mouvements que je vous ai décrits, était partagée en deux. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas encore. C'était les maoïstes et l'extrême gauche radicale qu'on peut situer pro-Castris ou extrême gauche radicale, je m'en tiendrai à cette expression. Et les maoïstes étaient très forts. C'est eux qui sont sortis en premier. Alors vous êtes en 74, hein. Vous êtes à combien la révolution culturelle en Chine, c'est 65. Donc vous avez des flambées de maoïstes. Alors là, si dans les meetings du PCP, ça criait URSS, 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 je peux vous dire que dans les meetings du c'était MPPP, c'était Mao, 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 quoi. Et c'était des fresques maoïstes, c'était dans tout Lisbonne et tout Porto. Et donc vous avez une bagarre. Alors que faisaient les maoïstes? Ils soutenaient le PS. Parce que le PCP était pour eux les représentants des nouveaux tsars de Moscou. C'était des expressions. Hein. Et du côté PCP, c'était contre le PS. Et les Mao, qui étaient l'expression de la bourgeoisie et de la contre-révolution de Washington. Et tout le temps pesait idéologiquement la peur du coup d'État d'Allende ou du coup de Prague. Ça superposait un petit pays au bout de l'Europe de 9 millions d'habitants, où les gens demandaient surtout à avoir 6000 escudos, mais où les délires, petit à petit, se faisaient de manif en manif, les unes contre les autres, où les deux camps se sont tracés tout l'été 75. Alors là, je vais vite aussi, parce que là, il y avait des manifs, mais vous aviez des manifs de 100 000 manifestants pour le PS et 100 000 manifestants pour le PC le surlendemain. Et puis vous aviez l'extrême gauche qui était divisée elle-même entre les deux camps. Comme quoi, il faut bien l'union. Parce que si vous ne faites pas l'union, vous vous laissez entraîner dans ce genre de discours idéologique où vous prenez parti immédiatement pour l'un ou pour l'autre, vous tuez la révolution. Il ne peut pas y avoir de victoire dans ces conditions-là. Et pourtant, tous les salariés portugais, les paysans portugais, l'immense majorité de la population qui avait voté à gauche à la Constituante et qui revotera quand même à gauche à la législative 1 an plus tard, étaient pour l'union. Mais comment faire? Soares appelait le deuxième 1er mai de 75, il y aura deux cortèges. Deux cortèges. Et après, vous aurez, au lieu d'avoir un syndicat, vous aurez deux grands syndicats. Et donc, la division va se répercuter absolument partout. Mais les gens, ils s'en foutent un peu de la division, finalement. 6000 escudos. 6000 escudos. 6000 escudos. Donnez-nous à côté, donnez-nous la liberté. N'étouffez pas, ils penchaient du côté de républicain, n'étouffez pas la presse, parce qu'on sait ce que ça a été. Ils ne comprenaient pas bien forcément tout, mais n'étouffez pas la presse, respectez, respectez. Et entre les courants politiques, respectez-vous. Et non, quand ils ne se respectaient pas, ils creusaient, ils divisaient. Et c'est là qu'on est arrivé au sommet du triumvirat. Le MFA s'héroïsait, puisque le peuple est de plus en plus divisé, de plus en plus anarchique, de moins en moins. Donc vous ne voulez pas qu'il fasse tout ça, on vous avait bien dit de rester chez vous. Et bien maintenant, c'est nous qui allons avoir le pouvoir. D'où le triumvirat. Quand même extraordinaire, d'inventer en 1975, dans une situation pareille, un triumvirat. Il y a Othello de Carvalho dedans, c'est là, je vous l'ai dit, il va à Castro, à Cuba pour se faire adouber, il revient, ils sont tous pour la révolution. Il n'y a pas un qui ne défend pas la révolution sociale, les comités, les soviets, voilà, sauf qu'ils sont tous divisés en morceaux de manifestation, en morceaux de secteurs populaires, en syndicats différents, sans parvenir du tout à s'unifier. Et les appareils sont en bataille les uns contre les autres. Alors du coup, ça va traîner jusqu'à la rentrée, il va y avoir encore des changements de gouvernement, et puis on va arriver en septembre, puis en octobre, et les gens en ont marre. Et c'est là que va se passer cette scène. Alors, je vous en ai oublié une. Elle est plus au début, celle-là. Elle est pratiquement dans les mémoires de toutes les révolutions. C'est les ouvriers de la LISNAP qui sont de l'autre côté de Lisbonne, avec le pont sur le Tage. Et dans un premier temps, Spinola dit non, il ne faut pas qu'ils viennent manifester au centre-ville, quoi. C'est comme à Saint-Pétersbourg, où ils ont traversé de Viborg. Ils sont passés à Saint-Pétersbourg parce que la Neva était gelée. Sinon, le pont, ils n'auraient pas pu.
Mais et là, c'était un pont, il fallait passer sur le pont. Bon, vous avez vu le pont au-dessus du Tage, c'est en Carville, enfin, c'est plutôt le pont de Normandie. Hein. Et les ouvriers de la liste 9 se présentent, et l'ordre des militaires, c'est ils passeront pas. Ils sont tous les états-majors à Lisbonne, et disent ils passera pas. Les gens s'avancent, ils poussent. Les soldats qui sont en face, c'est les Espurios. Ils sont bien contents que la révolution se soit faite. Dans les casernes, c'est la liberté, on fait la fête. Et ils ont mis des contrôles sur les officiers. Ils font des assemblées. Les casernes sont en autogestion. Donc, quand les ouvriers poussent, les rangs s'ouvrent. Et vous avez cette séquence de l'armée, ce sont des centaines qui s'ouvrent, et le défilé ouvrier qui passe au milieu, qui passe sur le pont et qui arrive en ville. Ça, c'est déjà une séquence tout à fait fantastique. Mais la séquence finale, celle où il n'y a plus, le gouvernement est séquestré, il n'y a plus personne qui peut donner d'ordre parce qu'ils ont trop divisé, ils s'envolent trop les uns les autres, où l'Assemblée constituante est séquestrée. Il y a des films là-dessus, hein, où les gens sortent en demandant la permission pour aller chercher des fringues propres et reviennent avec à bouffer pour plusieurs jours parce qu'ils ne savent pas comment ils vont sortir. C'est-à-dire que l'Assemblée constituante est prise en otage. Le gouvernement est pris en otage. Ils sont séquestrés, ils ne peuvent plus décider de rien. Ils essaient plusieurs fois d'aller négocier, d'envoyer des gars qui disent « Ah là, ça suffit !» Terminé. Et donc là, on est au summum de la révolution. Et là, il y a l'extrême droite de l'armée qui est toujours restée planquée. Et il y a un de ces cow-boys qui s'appelle James Neves, qui est l'anti-Othello de Carvalho, qui va venir et dire à Othello de Carvalho qui contrôle à peu près 90% de l'armée. Il a le Copcon, qui est l'unité d'élite. Il a le Rallis, qui sont toutes les casernes de Lisbonne. Il contrôle, il a les chars, il a les munitions, il a tout. 90% de l'armée. L'autre arrive, le petit facho d'extrême droite, James Neves, et il dit « Si vous ne rendez pas, je tire ». Et Othello dit « Ah ben, on ne peut pas se faire ça entre collègues. Il ne sera pas dit que nous n'aurons pas fait de beaux gestes. » Et il accepte de se rendre. Alors moi, j'ai une phrase dans mon bouquin, je dis que les circonstances font tout autant les hommes que les hommes font les circonstances, mais en ce qui concerne Othello, c'est les circonstances qu'on tranchait. Si vous voyez ce que je veux dire, ça. Le même homme, 3 ans ou 4 ans plus tard, quand tout sera fini, il essaiera de monter des groupes armés au Portugal. Il posera des bombes, il va se faire arrêter pour poser des bombes. Le mec, 4 ans après, il posait des pétards dans Lisbonne, alors que 4 ans avant, il avait le contrôle de toute l'armée, le peuple était mobilisé, le gouvernement était séquestré, il pouvait décider de donner la majorité au PS, au PC, comme il voulait, voilà, de dire... Voilà. Rien. Et tout ça dans un climat de division. Soyez unis, faites tous les efforts pour que l'union existe. Ne tapez pas sur le PS, ne tapez pas sur le PC, ne tapez pas sur LFI, ne tapez pas sur les Verts, ne tapez sur personne. S'il n'y a pas d'union, vous arriverez à une situation comme ça. La principale leçon là de cette révolution, c'est qu'il n'y a pas eu de force suffisante pour faire... Ah si, il y en a eu. À la fin, il y a une partie de l'extrême gauche a fait un FUR. Front d'union révolutionnaire. Le problème, c'est que le FUR, pour eux, c'était l'union des révolutionnaires, mais du coup, pas le PS, c'était bourgeois. Et au bout d'un certain temps, le PCP était dedans, mais il est resté 1 semaine. Il s'est fait exclure à son tour. C'était un front d'union révolutionnaire sans le PS, sans le PC. C'est-à-dire sans la majorité de la constituante. Ça vous paraît aberrant, peut-être, hein, de réfléchir. Mais ça s'est passé comme ça, quoi. Il y avait vraiment une majorité à la constituante. Il y avait vraiment une majorité de gauche. Il y avait une voie démocratique pour prendre le pouvoir. Il y avait une insurrection populaire comme jamais pendant 40 ans. Elle reste quand même une des plus importantes avec celle de 1968 en Europe dans cette période-là. Elle était sous la visée du monde entier. S'il y avait une transformation sociale et des options qui étaient prises à partir d'une constitution démocratique et des élections, ça pouvait marcher. Et la preuve, c'est que quand finalement le 25 novembre, le MFA s'est rendu au nom de tout le peuple, à la place du peuple. On se rend. On ne va pas se faire ça entre collègues. Évidemment, ça a eu un effet inverse. Les autres, ils n'ont pas rigolé. Ils ont interdit tout de suite le MFA dans les casernes. C'était fini l'autogestion. Leur slogan, c'était « Retour à la discipline ».
Ils ont emprisonné même Carvalho 2 mois plus tard, puis encore en janvier. Et puis, ils n'y arrivaient pas quand même. Il y avait encore des grèves. Les gens voulaient toujours les fameux 6 000 escudos. Et ils voulaient toujours avoir le salaire. Ce qui fait qu'en janvier 76, février 76, il y avait encore des mouvements malgré le retournement. Alors ils ont été obligés de laisser faire l'élection législative. James Neves était plutôt du genre rétablissons Caetano et Salazar, quoi. Et je vais jouer le rôle de Spinola après que Spinola soit parti. Et puis on va voir ce qu'on va récupérer des colonies. Eh ben non, ils ont été obligés de céder encore un peu au rapport de force sociale et de laisser se faire en place les élections législatives qui ont confirmé une majorité de gauche. Et l'extrême gauche, qui avait quand même réussi des manifs au moment du FUR de 300 000, 400 000 personnes dans la rue. Rapportez ça à la France. 9 millions d'habitants, 500 000 personnes, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire en proportion. C'était des manifs géantes. Eh ben, elle s'est complètement éclatée, les maoïstes sont disparus, et en termes de voix, ils ont eu 4 ou 3% pour les 4 ou 5 groupes qui se sont présentés, la Loire, le Metz, LCI, etc. Et donc, à la fin, il y a quand même eu, au bout de 2 ans, comme en France, comme avec mai 68, un niveau de conscience et de conquête sociale qui était quand même très élevé. Ils vont arriver aux 6 000 escudos, en certains cas fin 75 et dans d'autres en 76. Après, ils feront les dévaluations, ils reprendront. Ils vont mettre pratiquement, pour l'état d'esprit, les consciences qui s'étaient soulevées, je dirais qu'ils mettent pratiquement 50 ans pour reprendre. Et que c'est finalement la semaine dernière que la droite regagne. Elle avait déjà gagné un peu avant, mais qu'elle gagne et regagne avec une extrême droite qui renaît. Et vous avez vu aux élections de la semaine dernière, 48 députés qui sont, disons, des salazaristes anciens, quoi. Alors qu'ils n'existaient plus du tout. En 75-76, ils se terraient partout, ils se planquaient, ils s'exilaient, etc. Et même les pieds noirs revenus de Mozambique et d'Angola, qui étaient derrière James Neves, en fait, et la reprise en main, ensuite contre ENH, qui a été le premier président, qui était plutôt l'aile droite du MFA, eh bien, l'aile droite et tout ça, ils n'arrivaient pas, pendant des décennies, ils n'ont pas réussi à reprendre facilement la chose. Il y a même eu Mario Soares qui a été élu président, je crois que c'est une dizaine ou une douzaine d'années après. Donc, pour ceux qui ont la mémoire plus précise que moi sur ce qui suit après, c'est une 12 années après. Et donc, on a une explosion sociale avec une recherche vitale, populaire, d'une issue. Et quand il y a une situation comme ça, je dis toujours, ne cherchez pas à trier les réformistes et les révolutionnaires. Ne cherchez pas à trier la gauche molle et la gauche dure. Ça, c'est une erreur. D'abord, la réforme ne s'oppose pas à la révolution, et la révolution se nourrit des réformes. Ensuite, il y en a qui sont mous un jour et très durs le lendemain. Et c'est arrivé beaucoup au Portugal. Et il y en a qui sont très durs le premier jour et qui mollissent le lendemain. Ne pas caractériser à l'intérieur du salariat de façon définitive des courants. Il y a eu des gens dans le PS, au Portugal, qui ont été les plus révolutionnaires dans les comités de Moradores, dans les comités ouvriers, dans les commissions. Et il y a eu des PCP qui ont été particulièrement durs contre le mouvement de masse au nom de « faut pas la révolution maintenant ». Et il y en a qui ont su faire l'unité dans des cas. Il y en a qui l'ont refusé. La leçon, aujourd'hui, à mon avis, de cette révolution, elle est tellement actuelle qu'elle signifie, en gros, il ne faut pas séparer la gauche selon ce qu'elle est. Elle est naturellement pluraliste. Quand vous pensez gauche, ne pensez pas parti, pensez classe sociale. D'abord la classe sociale. Et les partis, les syndicats, les associations sont l'émanation de la classe sociale. Et dans notre classe, en France, c'est encore plus facile qu'au Portugal. Parce qu'on est en 2024, quand même 50 ans après, et nous, on a 90% des actifs qui sont salariés. On n'a rien à voir avec la révolution russe. Il y avait 4 millions d'ouvriers, 150 millions de paysans. On n'a rien à voir avec le Front populaire. En France, quand le Front populaire, le salariat était minoritaire. En France, il y avait 3 millions de salariés en 1910. Environ 8 à 9 millions au Front populaire. Le salariat était encore minoritaire à la Libération.
Il y avait 55% d'indépendants et 45% de salariés. Le salariat devient majoritaire en France à peu près en 68. D'ailleurs, ça se voit. Et il gagne l'élection qui était réputée ingagnable de la présidentielle en 81. Alors moi, je ne suis pas un défenseur de Mitterrand, et je ne veux fâcher personne, mais Mitterrand avait dit à l'époque, c'est la majorité sociologique qui vient de gagner. Ah, ça, c'était une phrase remarquable. Il s'est fait engueuler, d'ailleurs, pas pour avoir dit ça, mais c'était vrai. Le salariat arrivait. Et maintenant, le salariat, il était à 90, il est monté à 92-93%. Sûrement que Macron nous le fait descendre, je vais conclure, parce que sûrement que Macron le fait descendre aujourd'hui à 88%, 87% des actifs, ou 86%. Hein. Mais le salariat, pour nous, il est puissant. Donc le salariat est divers, il est pluraliste. Les partis qui existent émanent du salariat. Je dis toujours, il ne faut pas séparer le réformiste et le révolutionnaire, il faut faire la course ensemble. Comme un marathon. Et si les révolutionnaires sont les meilleurs, ils gagnent à l'arrivée. Il ne faut pas forcément qu'ils s'autoproclament révolutionnaires en partant. C'est celui qui franchit la ligne qui compte. Et ceux qui se vantent, je suis plus révolutionnaire que toi, dans ma vie militante en 60 ans, j'en ai vu, hein. J'en ai vu. Et puis qui n'ont pas fini révolutionnaire du tout. Et par contre, j'ai vu des gens qui ne voulaient pas faire de politique, qui étaient... Oh, j'y crois pas, on n'y arrivera pas. Je les ai vus dans des grandes circonstances se transformer et être aux avant-postes. Moi, je me rappelle bien de mai 68, dans mon vécu à moi, hein, où il y avait des gens qui, avant, ne se syndiquaient pas, puis tu leur proposais une carte. Puis pendant mai 68, ils venaient t'engueuler parce que tu ne leur proposais pas la carte. C'était les mêmes. Et la conscience des gens, elle est capable, dans des situations révolutionnaire, de faire des bonds en avant fantastiques. Je vais vous dire qu'au Portugal, l'Église a reculé. Elle a remonté un peu depuis, hein, mais elle a reculé. Hein. C'est-à-dire que toute l'affaire de la place Blanche et de Fatima, ça a reculé. Pourtant, pendant 75 et 76, il y avait encore des Fatima. Il ne faut pas oublier, ce pays, les consciences ne peuvent pas toutes se transformer d'un seul coup. Elles sont même laborieuses, les consciences à transformer. Mais dans l'action, elles se transforment. Les gens apprennent plus dans l'action. Et l'unité, c'est l'unité d'action. Et pas l'unité de pensée. On va avoir de garder son opinion sur 1917 ou 1936, et puis d'agir en commun. L'union du salariat, c'est dans l'action, et c'est ça qui rapproche toutes les couches du salariat, et qui permet d'aboutir à des solutions comme celle de novembre 1995 au Portugal, avec un parti de masse qui dit « nous avons la solution. Vous représentons démocratiquement. Et nous allons faire la transformation sociale que vous voulez. » Et à partir de ce moment-là, le rapport de force existe, et il est plus difficile de faire la contre-révolution pour les capitalistes. Il est plus difficile de les faire reculer, parce que vous avez une population éduquée, mobilisée, consciente, et que ça se concrétise. Mais quand ça ne se concrétise pas, ça revient en arrière. C'est le seul hommage que je ferai, si vous ne me jetez pas de tomates, à une théorie qui s'appelle la théorie de la révolution permanente. Les gens, la théorie de la révolution permanente, ils croient que c'est la révolution partout, matin, c'est des fous furieux, etc. Non, la théorie de la révolution permanente, c'est l'idée que le mouvement social progresse, conquiert des droits et des avantages, et les institutionnalise, 6e République par exemple, et que quand il les a institutionnalisés, il progresse encore, et pratiquement sans s'arrêter, c'est-à-dire la distribution des richesses, l'extension de la démocratie de façon méticuleuse, pointilleuse, scrupuleuse, et à ce moment-là, on marche sur le socialisme, et ça ne peut pas se faire dans un seul pays, ça ne peut que s'étendre. Et si ça ne s'étend pas, si ça n'avance pas, s'il n'y a pas une solution, alors ça régresse. Voilà, c'est la révolution permanente. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de votre révolution, vous connaîtrez ce qui arrive 50 ans après au Portugal, avec le retour de l'extrême droite. Si vous ne poussez pas, vous appuyez pas sur l'énergie populaire quand elle se dégage, vous reculez. On doit soit effectivement avancer puissamment, soit on perd assez progressivement ce qu'on croit avoir conquis. Et tout ça, la clé de tout ça, c'est le moment, l'alchimie, celle de l'union,
celle où les forces politiques de base sont capables de pressionner les appareils et de leur dire vous vous mettez d'accord. On ne peut pas le faire sans les appareils. Il faut englober les appareils. Il faut les entraîner dans la force et la conscience de l'activité des masses. Et le Portugal, c'était ça jusqu'au 25 novembre. Alors moi, ce que je dis ça, je raconte, je fais le bouquin parce que il y a 1000 sous-anecdotes, 1000 histoires quand on regarde, comme il y en a eu en mai 68, et vous avez tous des mémoires, vous, personnellement, sur des mouvements sociaux que vous avez vécus, vous avez animés, et vous avez vu les gens se transformer. Et donc, je raconte ça en détail, pas pour la mémoire, mais parce que cette mémoire-là nous est indispensable pour affronter les événements à venir. Et les événements à venir, alors c'est comment? C'est pas lent. Pas lent, c'est ça. Sans union, dans ce pays, nous sommes foutus, comme ils ont été foutus au Portugal. Sans reconstruire, contre les différents appareils. Alors je sais bien dans quel moment je parle, hein. Je suis comme sans doute beaucoup d'entre vous, je rage tous les matins devant mon écran, mes journaux, mes coups de téléphone, et je rage de voir qu'on a l'extrême droite en tête et qu'on a 4 listes de gauche qui sont en train de se faire la course à 1% des voix, je suis devant toi, je suis pas derrière, t'es moi, ça ne sera pas toi, etc. Je rage de ça, mais quand je décris le Portugal, je me dis, on peut arriver, avec beaucoup de conscience, si on étudie bien ce cas-là, à faire que quand nous aurons des explosions sociales en France, et nous en aurons, ne désespérez jamais de ça. Mes premières cartes CGT, c'était en 63. J'ai fait 10 boulots. J'étais chauffeur-livreur pendant 2 ans, j'ai conduit des trains pendant 8 mois, j'ai été facteur pendant 2 ans, j'ai été pion pendant 2 ans, j'ai été prof de philo pendant 1 an et demi, j'ai été manutentionnaire sur le port pendant une certaine... J'ai fait tous les boulots pendant cette période-là. Et je raconte ça parce que c'est ça la vie. Je suis comme Ruffin, je décris la vie au quotidien, moi. C'est ça, et c'est ce que j'ai fait quand j'étais inspecteur du travail. Je suis rentré dans 9000 entreprises en 30 ans. Tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Donc vous voyez l'effet que ça m'a fait. Et je tiens tout ça au bout de 60 ans parce que je pense qu'il y aura de nouveau de mouvements sociaux. Mes 2 tomes de mémoire, je fais ma pub parce que c'est pas TF1 qui me la fera, mes 2 tomes de mémoire, c'est mai 68, Histoire sans fin. Ça se renouvelle. Voilà. Et donc, il y aura à nouveau, forcément, une crise. Vous savez, il y aura comment dirais-je, comme on a eu sur les retraites, on a perdu sur les retraites. Enfin bon, on a quand même eu 34 manifestations, 14 manifestations avec 34 millions de personnes. Et il y a 6 ou 7 millions qui ont participé au moins une fois. Bon, tous ces gens-là, ils se souviennent. Ils se souviennent de la banderole à côté de qui ils étaient et des collègues qui étaient avec eux. C'est jamais oublié, la mémoire populaire. Ça ressortira comme c'est ressorti avec Grandola, Villa, Morena, le 25 avril. Ça ressortira. Alors moi, j'ai encore 1 minute, je peux? Ah oui, oui. Je sens que je ne vous ennuie pas complètement. Alors, j'ai écrit en ce moment un truc qui s'appelle 2054. C'est-à-dire, bah oui, c'est l'anti-Orwell. C'est-à-dire, en 2054, la gauche a gagné et voilà ce qu'elle a fait. Donc, c'est une dystopie, comme on dit. Et je fais le mai 68 qui démarre. Alors, en France, hein, c'est un rêve, c'est une imagination. Et je l'imagine comme ça. C'est-à-dire, on a un mouvement comme les retraites, on a un mouvement où tout le monde sort dans la rue sur les salaires, tout ça. Et au bout de plusieurs semaines et mois, il y a eu un incident très grave qui se produit à Saint-Nazaire. Et à Saint-Nazaire, la manifestation populaire qui fait 200 000 personnes, elle passe des chantiers navals au port de plaisir. Et dans le port de plaisir, ça c'est le droit de l'imagination, il y a des fachos identitaires qui ont des flingues et qui tirent sur la foule. Ils font plusieurs dizaines et dizaines de morts. En plein mouvement social. Et l'ensemble du mouvement de grève, vous voyez, au milieu des retraites, apprend ça et s'indigne. Et du coup, il y a 10 fois plus de manifestants le lendemain. Et il se passe quelque chose, c'est que c'est les riches du port, les images arrivent des riches, des yachts de plaisance, etc. Et le mot d'ordre de la NUPES, vous le connaissez dans le programme de la NUPES,
c'est pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Pas plus de 20. Et dans cette manifestation-là, dans la description que je fais, inventée, les gens se mettent à crier « pas plus de 10 ». Et c'est tout langage gardé, c'est une sorte de MeToo contre les riches. Balance ton riche, quoi. Et il y a une telle profondeur de conscience que des millions de gens, le lendemain, exigent. C'est plus facile de faire la réforme fiscale. C'est plus facile de faire l'augmentation des salaires. C'est plus facile de faire la redistribution des richesses avec un niveau de conscience populaire comme ça. Et donc, le gouvernement qui se met en place là-dessus bénéficie d'une aura. Lui, il dit pas plus de 10. Et donc, la première loi, c'est comme celle sur le maximum et celle sur le non-rachat des privilèges. La première loi, c'est pas de salaire supérieur à 10 fois le SMIC. Et donc, ça change profondément, parce que dans tout le pays, les choses. Et ça matrice la suite. Moi, ça, c'est le rêve que j'ai à partir d'une expérience de militantisme qui a duré 60 ans, qui s'est appuyée sur mai 68 et la Révolution portugaise. Et je vous remercie de m'avoir écouté avec patience.